Bonjour à tous et bienvenue dans Audition Publique. Une heure, un invité tous les lundis à 19h30 sur LCP et Public Sénat pour scanner toute l'actualité politique avec un invité. Aujourd'hui, il a 34 ans. Notre invité, il préside la très stratégique Commission des lois à l'Assemblée nationale. Bonjour Sacha Houlié. Bonsoir. Merci d'être avec nous, ancien militant socialiste, macroniste de la première heure, comme on dit, député de la Vienne. Vous êtes considéré comme un pilier de la majorité. Il n'empêche, vous avez voté contre l'avis de l'exécutif pour la taxation des superdividendes. Est-ce une posture ou le signe que vous n'êtes pas tout à fait ou pas toujours en phase avec l'exécutif? Êtes-vous inquiet pour les réformes retraite, immigration, sécurité, énergie renouvelable, alors que vous avez quasiment épuisé votre réserve de 49.3? On va en parler dans un instant. Steve Jourdain et Brigitte Boucher passeront au crible les épreuves qui vous attendent, le gouvernement et vous, la majorité au Parlement. Est-ce que l'alliance avec la droite est votre planche de salut pour durer? Question tout à l'heure d'Yves Tréhard. Vincent Roux reviendra sur deux sujets d'actualité qui animent la rédaction du Figaro et vous débattrez, merci d'avoir accepté, avec l'élu LFI Antoine Léaumont. En particulier, on parlera des salaires. Mais d'abord cette question, puisque c'est l'actualité, elle est toute fraîche. Ça s'est passé à l'Assemblée nationale il y a quelques minutes. Elisabeth Borne est montée à la tribune de l'hémicycle pour annoncer ceci. Mesdames et messieurs les députés, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la troisième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Voilà, c'est la troisième partie de la loi de financement de la sécurité sociale, la partie dépenses, peu importe. Ce qui nous frappe, c'est que le texte vient d'arriver dans l'hémicycle, fini de rire, fini de jouer. C'est plus la peine de passer du temps à parler avec les oppositions. Tout de suite, le 49.3 est dégainé par le gouvernement. Qu'est-ce qu'il y a de surprenant sur un texte budgétaire à constater que nous n'avons pas la majorité ? On découvre finalement que sur le budget, les oppositions ne nous ont fait aucun cadeau, ni les oppositions républicaines, et a fortiori moins encore les oppositions qui sont les plus radicales. Qu'est-ce qui a changé entre la première lecture et le passage au Sénat qui justifierait que nous n'utilisions pas le 49.3 pour cette nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, puisque c'est de cela dont il s'agit. Bon, on n'est pas surpris. L'utilisation du 49.3 sur un texte ordinaire, comme nous l'avons sur l'énergie renouvelable, sur la loi d'orientation du ministère de l'Intérieur, sur le texte sur l'immigration. Ça, par contre, ce serait une nouveauté, puisque jusqu'à présent, ça n'est pas arrivé. Et donc, sur les textes budgétaires, en revanche, on sait qu'on a un front uni contre nous, un front uni contre les mesures de prévention, un front uni contre la contraception gratuite dans tout le pays, un front uni contre les mesures qui facilitent l'implantation des médecins, ou en tout cas qui répondent à la crise qu'on connaît dans l'accès à des médecins dans notre pays, un front uni finalement contre toutes les mesures qui sont susceptibles d'améliorer la vie des Français. Et donc, face à ce front uni, comme en première lecture, nous utilisons l'article 49 alinéa. Vous diriez que l'opposition n'a que ce qu'elle mérite, un régime minceur sur les textes budgétaires dans la discussion ? En réalité, pour que les choses changent, il faudrait que l'opposition change aussi sa méthode et présente des amendements qui pourraient être adoptés. Et je vais vous dire une chose, on pourra y revenir, mais typiquement, le meilleur exemple que nous ne sommes pas bornés, et je dis nous, Parlement, majorité et gouvernement, c'est que entre l'examen du projet de loi de finances rectificatif cet été et l'examen du projet de loi de finances initial pour 2023, il n'y avait pas de taxe sur les superprofits et il y a désormais une taxe sur les superprofits à l'initiative de députés de la majorité pour mettre en place la contribution exceptionnelle européenne. Mais la réalité, c'est que les choses peuvent bouger. Et elles peuvent bouger sensiblement, puisque cette taxe qui devait rapporter initialement 200 millions d'euros, on estime désormais que c'est entre 7 et 11 milliards d'euros. Donc ça veut dire qu'on peut faire bouger les choses quand on est parlementaire, on peut faire bouger les choses, y compris quand, au départ, on n'est pas forcément d'accord avec le gouvernement, de sorte que les oppositions pourraient s'en saisir aussi, et puis participer à cette œuvre constructive. Je voudrais vous montrer la une du Point. Vous l'avez peut-être vue, elle vous a peut-être frappé. Un président zombie, c'est le titre. Pourquoi ? Parce que pas de majorité, peu d'alliés et des secousses. Qu'est-ce qu'il y a de faux là-dedans ? Tout est vrai, rien. Non ? Pas de majorité, peu d'alliés, des secousses, un président zombie. Vous êtes d'accord ? Sur le constat, oui. Sur l'analyse, non. Parce que, quel est le constat ? Est-ce que nous n'avons pas de majorité ou est-ce que nous avons une majorité relative depuis le mois de juin ? Oui.
Est-ce qu'il y a des secousses dans le pays ? Oui, comme partout en Europe, l'inflation est forte. Oui, comme partout en Europe, on subit une grande crise de l'énergie. Oui, comme partout en Europe, on est attaqué par la Russie sur le territoire européen. Donc les secousses, elles existent. Et des alliés qui sont récalcitrants, oui. Quand je vois la droite qui s'époumonne parce qu'en fait, finalement, on ferait des mesures sur l'immigration qu'ils auraient voulu faire, quand je vois la gauche qui, finalement, s'étouffe, alors même que le plan de régularisation des sans-papiers, des travailleurs irréguliers, eh bien, ils n'ont jamais fait autant, pardon, je me dis qu'on pourrait quand même compter sur eux sur ces mesures et que, malheureusement, ils font défaut. Un mot encore, parce qu'on sait ici que vous êtes fan de foot. Le mondial a commencé hier. La FIFA a fait d'une certaine façon, la Fédération internationale de foot, plier les capitaines des différentes équipes qui renoncent finalement à porter un brassard arc-en-ciel en solidarité avec le mouvement LGBT. La FIFA leur a proposé son brassard et finalement ils ont dit oui. Vous le regrettez ? Ça dit beaucoup de la mainmise de la FIFA et de l'UEFA, qui sont des organisations aujourd'hui qui ont des fonctionnements scandaleux, avec des dérives que j'ose qualifier de mafieuses. On a même vu dans l'organisation de matchs européens, et j'ai pour cela des comptes rendus des préfectures de police ou des préfectures françaises qui indiquent comment procède l'UEFA et les instances européennes du foot mondial. Et je dis que ces instances, elles doivent changer leurs pratiques et que les gouvernements doivent mettre tout leur poids pour ce changement. Parce que, effectivement, imposer ce genre de choses, décider de l'attribution de la Coupe du Monde, d'abord en Russie en 2018, ensuite au Qatar en 2022, eh bien, ça appelle à des responsabilités et à ce qu'on ait des exigences très forte à leur égard. Vous allez boycotter, vous, ou pas ? Pour autant. Non, parce qu'il y a une grande hypocrisie dans le boycott. D'abord, je ne me rendrai pas au Qatar, ça c'est une certitude. En revanche, je regarderai les matchs de l'équipe nationale. Et il y a une forme d'hypocrisie aujourd'hui à dire « Ah ça n'est que maintenant que l'on se réveille », et puis que finalement, on ne regarderait pas les matchs. Ce serait un peu confortable, ce boycott du canapé, finalement. Un boycott du canapé. Vous serez dans votre canapé, vous regarderez le match. Je regarderai dans le canapé ou alors et dans en commission, je ne sais pas si vous le regarderez sur votre téléphone. Non, ça y vaut mieux pas pour la bonne tenue des travaux. Brigitte Boucher et Steve Jourdain. Brigitte Boucher pour LCP, Steve Jourdain pour Public Sénat se sont installés en face de vous. C'est à vous. Alors ce matin, Olivier Dussopt a dévoilé aux partenaires sociaux les nouvelles règles de l'assurance chômage, donc une durée d'indemnisation qui est réduite de 25%, et ce dès le 1er février, parce que le taux de chômage est inférieur à 9%, c'est le taux référence qui a été retenu. Est-ce que vous étiez au courant ou est-ce que vous découvrez ces détails de la réforme ? Sur les mesures, en tout cas sur l'application des modalités, non, je les découvre en même temps que vous, mais ça ne me surprend pas, puisque c'est l'autorisation que nous avons donnée au gouvernement. L'autorisation qui est de dire, quand le marché se contracte, quand effectivement il y a moins d'emplois, eh bien dans ces cas-là, dans cette hypothèse, eh bien on est plus généreux avec les chômeurs et on augmente la durée d'indemnisation au chômage. Pourquoi ? Parce que c'est une assurance et quand le risque est plus élevé, eh bien l'assurance est plus généreuse. D'ailleurs, sauf que ce sont des règles qui sont quand même assez strictes. La modification des règles. Le tenant de l'aile gauche que vous êtes n'a pas un peu la gueule de bois ce matin ? Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que on peut venir de la gauche et aussi avoir une certaine idée de l'assurance chômage et de la solidarité. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord parce que les règles de 2008, c'est Nicolas Sarkozy qui les avait changées précisément parce qu'on avait un choc mondial, qui était la crise des subprimes et qui a généré beaucoup de chômage dans notre pays. Ensuite, parce que depuis 2008, et principalement plutôt depuis 2015, on observe une baisse progressive du chômage. Une baisse du chômage qui est passée de 10% en 2015 notamment, à aujourd'hui, pour les territoires comme le mien, pour la Vienne, 5%, à tel point que... La moyenne, c'est 7,6%. C'est 7,3%, effectivement. Et donc, il y a des endroits où on est au plein emploi et où les employeurs peinent à recruter, où on peine finalement à placer des gens. Donc on a besoin de cette disposition qui vivifie le marché du travail et qui le font revivre. Et puis on a des garanties. Si ça allait mal de nouveau, donc si le taux de chômage atteignait 9%, si le taux de chômage s'élevait de 0,8% sur une année, un trimestre, pardon. Dans ces cas-là, on pourra avoir un retour des mesures qui sont plus généreuses. C'est très rare, 9%, c'est inédit. Les syndicats dénoncent une baisse généralisée. C'est ce qu'on appelle un choc, et pour le coup... Des règles de l'indemnisation. Et pour le coup, c'est ce choc qui, en 2008, avait justifié une assurance chômage plus générale, une assurance chômage. Mais en fait, ça va devenir la règle. On sait très bien que là, le taux de chômage ne va pas durablement revenir au-dessus des 9%. Ça veut dire que l'exception devient la règle. Pourquoi on le sait ? Parce que précisément, on met en œuvre beaucoup de mesures pour que les gens trouvent du travail. Parce qu'on fait en sorte que le travail paye mieux. Parce qu'on fait en sorte qu'il y ait des primes à l'emploi et notamment que
l'activité, elle soit toujours mieux rémunérée que l'inactivité, parce qu'on fait en sorte qu'il y ait des primes Macron pour mieux payer les salaires, parce qu'on fait en sorte que les heures supplémentaires soient défiscalisées. Mais là, cette réforme-là, elle sous-entend quand même que les gens pourraient retrouver un petit peu plus vite du travail. Alors, puisque vous réduisez la durée d'indemnisation. Ça veut dire que si on se donne un peu de mal, on peut trouver. Je veux qu'on dise quand même les choses. Pour toucher l'assurance chômage, il faut avoir travaillé 8 mois sur 24. 8 mois sur 24. Est-ce que ces mesures sont antisociales ? Moi, je dis non. 8 mois sur 24, c'est normal. 6 mois sur 12 8 mois sur 24, c'est les nouvelles mesures contre 6 mois sur 28, ce qui était le cas Mais auparavant. c'est un durcissement, vous durcissez les règles. C'est un durcissement qui se justifie par le fait que l'emploi est disponible et qu'on doit pouvoir inciter au retour à l'emploi. Par ailleurs, mais il y a encore 3 millions de chômeurs. Ça sous-entend qu'il y a beaucoup aujourd'hui de Français qui ne reviennent pas au travail parce qu'ils ne le veulent pas. Ça sous-entend qu'aujourd'hui, il y a une politique dans ce pays dans laquelle des gens peuvent prendre leur temps pour revenir. C'est légitime puisque les règles leur permettent. Donc on change les règles pour leur dire... Très longtemps qu'ils profitent du système. Mais profiter du système, enfin, appliquer les règles, c'est pas profiter du système. Appliquer les règles. Ouais. Donc, nous, on constate qu'on a besoin de retour sur l'emploi plus rapide. Donc, on réduit les règles d'indemnisation dans des proportions qui sont celles que je vous ai indiquées, donc qui sont pas si drastiques qu'on veut bien le dire. Et puis, une autre observation, c'est que dans cette réforme de l'assurance chômage, tout le monde a oublié qu'il y avait un bonus-malus sur les contrats courts. Donc, ça veut dire que, et d'ailleurs, c'est ce qu'on constate sur le marché de l'emploi, ça veut dire que l'emploi que l'on défend, c'est un emploi qui est non précaire. C'est un emploi qui est en CDI. Ça a 2 conséquences, c'est de faire baisser l'intérim, c'est de faire baisser les CDD, et c'est de faire augmenter les embauches en CDI. Toutes les statistiques dont on dispose montrent que l'emploi que nous créons, c'est de l'emploi périn, c'est de l'emploi stable, c'est de l'emploi non précaire. Et ça, pardon de vous le dire, effectivement, en disant on réduit les CDD, on réduit les périodes dans lesquelles il y a une activité, on essaie de faire en sorte que les gens soient moins au chômage, je trouve qu'il y a une volonté sociale que de dire que les gens en emploi périn, et par ailleurs, ça facilite même la façon dont ils peuvent emprunter durablement pour acheter une maison ensuite. On va parler des retraites si vous le voulez bien. On a vu Elisabeth Borne qui a enclenché le 49.3 sur le budget de la Sécu, un budget de la Sécu qui avait été adopté auparavant au Sénat, un budget dans lequel les sénateurs avaient repoussé l'âge de départ à la retraite à 64 ans. 64 ans, c'est quoi, ces petits bras ? Vous voulez aller plus loin, c'est pour ça ? Bon alors, vous êtes mal tombé, parce que moi d'abord, avant qu'on parle des mesures, et je vous dirai très sincèrement ce que j'en pense, et vous en serez peut-être surpris, je vais vous dire que pour faire une réforme des retraites, il faut d'abord dire qu'est-ce qu'on veut faire. C'est sûr, les sénateurs, c'était très clair. Mais si nous, on ne veut rien faire, alors on assume qu'à un moment donné, le trou sera si important qu'on devra ou baisser les retraites ou augmenter les impôts. Ça, c'est si on ne veut rien faire. Si maintenant, on dit qu'on veut assurer à tout le monde une retraite, qu'on veut que cette retraite, ce ne soit pas des clopinettes, pas 3 bouts de chandelle. Et si on veut que cette retraite, elle soit au minimum de 1 100 € pour ceux qui ont travaillé toute leur vie, exactement ce qu'on a fait pour les agriculteurs, par ailleurs, eh bien, dans ce cas-là, il faut pouvoir le financer. Si on veut que ceux qui ont commencé à 17 ans, en tout cas avant 20 ans... Mais sur la philosophie de la réforme, la droite au Sénat est d'accord avec vous. C'est ça la vraie question. Je vais aller jusqu'au bout des choses et je vais vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec la droite au Sénat par ailleurs. Alors dites-nous. Si on veut financer des dispositifs de pénibilité ou de carrière longue, le fait que les gens qui ont commencé tôt partent tôt, on doit pouvoir avoir des ressources. Et donc il faut trouver des nouvelles ressources. Moi, j'ai toujours dit que j'étais plus favorable à l'allongement de la durée de cotisation. En fait, on travaille 43 annuités plus tôt, voire même qu'on regarde sur les nombres d'annuités, parce que c'est plus juste. Parce que quand vous avez commencé tôt, vous partez tôt. Que de toucher à l'âge légal. Que de toucher à l'âge légal. Je sais la volonté du gouvernement de vouloir augmenter la durée de l'âge légal. Je ne suis pas ignorant sur ce sujet-là. C'est une mesure sur laquelle, c'est une mesure sur laquelle j'ai des sérieuses réserves par rapport aux inégalités qu'elles peuvent causer. Et donc, avec ce qu'on discute avec le ministère du Travail, notamment, c'est de savoir comment, si ils décident d'augmenter l'âge légal de départ à la retraite, comment ils réduisent les inégalités pour que ceux qui ont commencé tôt, qui ont eu des métiers difficiles, voire qui ont tiré le diable par la queue toute leur vie, eh bien, ce ne soit pas les dindons de la farce. Mais vous êtes en train de nous dire que le décalage de l'âge de la retraite, c'est pas une certitude, alors que c'est une promesse de campagne du président de la République ? Ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas les arbitrages du gouvernement et je ne sais pas quel projet il va présenter. Mais vous dites que vous n'y êtes pas favorable, en tout cas. Je dis que la mesure la plus juste, en tout cas la moins injuste, c'est celle de l'allongement de la durée de cotisation. Qu'est-ce que vous exigeriez du gouvernement comme condition ou comme contrepartie ? Ce que je dis, c'est que dans l'idéal, il ne faudrait faire que l'allongement de la durée de cotisation, et que s'il décide de mesures d'âge, alors il doit présenter toutes les mesures nécessaires pour que toutes les inégalités qui sont générées par cette mesure soient gommées. Par exemple ? Des départs anticipés, un calcul de pénibilité qui permette des départs anticipés également,
ou par ailleurs des reports de la décote, ou encore des mesures qui permettent d'avoir des retraites qui soient complètes. Juste sur la méthode, il faudra un texte spécifique pour faire passer cette éventuelle réforme des retraites. Alors par contre, je suis tout sauf naïf. Je pense que, compte tenu de la difficulté de faire passer un texte sur les retraites, je ne vois pas comment le gouvernement fera autrement qu'un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif. Donc à 49.3 éventuel. Avec une possibilité de 49.3, mais chacun sera mis devant ses responsabilités. Tout le monde nous fait la leçon à longueur de temps en nous disant il n'y a pas d'argent, faites des économies de gestion, débrouillez-vous pour ceci. Et puis personne ne veut voter à la fin. Vous parlez à la droite, là. Et je parle à la droite. Et puis même, la gauche, pardon, mais c'est la gauche qui a fait l'allongement de la durée de cotisation sur la réforme qu'on appelle Touraine. Donc, et puis tout le monde veut qu'on vive mieux. La gauche, elle veut notamment qu'on s'occupe mieux des personnes âgées. Elle veut qu'on rénove nos EHPAD. Elle veut que les gens aient des droits nouveaux. Moi, je suis d'accord à ça. Mais la gauche, elle n'a pas touché à l'âge légal. Hein. La gauche. C'est elle qui a fait la dernière réforme des retraites, mais elle n'a pas touché à Qui paye. Et ça suffira pas de dire les riches parce que ça suffit pas. Parce qu'on a regardé qui paye et dire que les riches... D'abord, il faut définir les riches. Parce que souvent, ceux qui disent les riches doivent payer à gauche, ce sont les riches de gauche, d'une part. Et puis, d'autre part... j'aime autant vous dire que qui paye, c'est souvent une façon de dire il y a qu'à Faucon, et puis il faudrait que... Moi, je veux qu'on dise qui paye quoi, quel nouveau droit, et ça, c'est un peu plus cohérent, ou en tout cas, un peu plus honnête vis-à-vis des gens qui nous écoutent. On va passer à l'immigration à présent. Depuis ce week-end, il y a une centaine de rescapés de l'Ocean Viking qui sont dans la nature suite à une décision de justice administrative. Il y a aussi 26 mineurs sur les 44 qui ont fugué. Est-ce que la situation est hors de contrôle pour le gouvernement ? Ah non, d'abord, moi je vois la démarche qui est entreprise par toute une série de politiques pour dire nous n'aurions pas dû accueillir l'Ocean Viking. D'accord, donc faire les laisser mourir ces gens en mer. C'est ça. Et c'est la question à laquelle n'ont pas répondu ni la droite ni l'extrême droite dans l'hémicycle lorsqu'ils ont été interpellés à ce sujet par le ministre de l'Intérieur. Pas de réponse. Fallait-il laisser mourir ces personnes en mer ? Pas de réponse. Donc alors, une fois oui, sont là, il fallait les accueillir. C'est une fierté de la France. Elle l'a fait. Par ailleurs, elle a aussi posé des questions, des mesures de rétorsion vis-à-vis de l'Italie, parce que c'était à l'Italie d'accueillir ce bateau, normalement. Et à partir du moment où l'Italie ne respecte pas les règles européennes de répartition, d'accueil, même les règles internationales de sauvetage en mer, eh bien, on est en droit de fermer la frontière et de ne pas accueillir les 3500 personnes qu'on avait promis d'accueillir. Et voyez la proportion, 243. Mais moi, je parle de la décision de la justice administrative qui fait que ces personnes sont dans la nature aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Et justement, c'est assez intéressant et c'est assez éclairant pour notre débat sur la loi sur l'immigration. On a accueilli des mineurs. On n'enferme plus des mineurs. Donc, si les mineurs veulent partir, ils sont libres de le faire. En France, on n'enferme pas des mineurs. Voilà. C'est possible dans le droit, mais on ne le fait quasiment plus. On va certainement l'interdire dans le texte sur l'immigration. Ensuite, pour les majeurs, 66 personnes ont été directement admises à l'asile, leurs dossiers ont été étudiés sur le champ. 123 ne l'ont pas été. Et qu'est-ce qu'on fait avec eux ? Et donc il y a eu des recours, il y a eu des appels, et toute la procédure était tellement embolisée, on a monté une paralysie des tribunaux judiciaires. Ce n'est pas un reproche qu'on fait aux tribunaux judiciaires, on connaît les limites des moyens sur ce sujet. Et ça a montré surtout le fait que la procédure qu'on a mise en place est totalement dépassée. Parce qu'on sait qu'en matière d'immigration, en termes d'asile, on a 12 procédures différentes. Mais ça fait 6 ans que vous êtes au pouvoir. Hein, mais oui, c'est la 6e année. Il y a déjà une loi asile et immigration et vous nous aviez dit à peu près la même chose au moment de la loi asile et immigration. Oui, et permettez-moi de vous dire que tous les amendements qui permettaient de réformer ce point ont été écartés par un ministre dont j'essaie de me souvenir le nom. Ah oui, Gérard Collomb. Voilà. Le même qui nous donne des leçons aujourd'hui. Donc il est très bien placé pour nous donner des leçons puisqu'il a précisément pas fait ce qu'on aurait dû faire et ce que nous on lui avait proposé à ce moment-là. Lui il dit qu'il n'a pas eu les moyens de faire ce qu'il voulait faire et que la situation les amendements Houlier, les amendements Taché d'ailleurs sur ce sujet, les amendements Dupont, les amendements Cariou, les amendements Rilhac, il aurait très bien pu les prendre. Il disait la même chose sur la réduction des délais, sur la réduction des procédures, sur le titre de régularisation des travailleurs réguliers qui aujourd'hui sont ceux qui vous servent, sont ceux qui vous soignent ou sont ceux qui construisent vos maisons. Les oreilles de Gérard Collomb sifflent ce soir. Donc c'était une mauvaise loi. Donc vous le reconnaissez, c'était une mauvaise loi. C'était pas une mauvaise loi. Il y avait des mesures qui étaient intéressantes. Il y a des mesures ça règle aucune des solutions de l'Ocean Viking, par exemple. Quand on a choisi de mieux protéger les victimes d'excision, quand on a choisi de mieux accueillir pour le regroupement familial, quand on a choisi de donner des cours de français, quand on a choisi de pouvoir
avoir des mesures sur l'immigration irrégulière et notamment très restrictives à l'égard des passeurs, Oui, c'est des mesures on avance. qui ont été utilisées. Mais on a besoin d'une nouvelle On loi ou avance. pas alors Et on a besoin d'une nouvelle loi pour 3 autres raisons, si vous me le permettez. Oui, mais très vite, parce qu'on a encore 3 d'abord- sujets et il reste 5 minutes. D'abord pour lutter contre la délinquance lorsqu'elle est d'origine étrangère, c'est un des points du ministre de l'Intérieur. Ensuite, pour effectivement avoir des titres de séjour et enfin pour réduire les délais des juridictions. On va passer aux énergies renouvelables. Il y a un projet de loi qui a été adopté par le Sénat encore ce week-end. Le texte va être examiné à l'Assemblée nationale. Les députés LR demandent un droit de veto pour les maires en cas d'implantation. Pourquoi vous rigolez? Parce que les sénateurs LR n'ont pas voté. C'est-à-dire Parce que précisément, Oui, mais les députés LR demandent maintenant un droit de veto Je pour vais les vous faire maires en une cas réponse. d'implantation Non, je de vais vous faire projets d'éoliennes. une réponse politique, une réponse pragmatique. Bon, d'abord, les députés LR, il faut qu'ils s'entendent avec leurs amis, les sénateurs LR, qui ont voté le contraire en disant on a des mesures dans les plans d'urbanisme qui pourront réserver des zones dans lesquelles on va implanter des éoliennes. Ce sera à la main de tous les élus locaux qui vont se concerter. Ça, c'est une réponse politique. D'accord. Et Réponse sur le droit de pragmatique, veto Je suis maire. Je suis maire d'une petite commune. Je sais qu'à côté de ma commune, il y a une église qui est classée, etc. Je vais mettre des éoliennes juste en liseré de ma commune. Donc l'autre maire, il ne pourra rien dire. Moi, je prends 5 000 € par éolienne, je suis tranquille. Les habitants de mon village, ils n'ont pas d'éolienne. Qu'est-ce que ça va changer de mettre un droit de veto pour le maire de la commune d'à côté? Rien. Qu'est-ce que la mesure on adoptée est un cas limite. Qu'est-ce- Mais qu'est-ce que plus la généralement, plus généralement. Qu'est-ce que la mesure du Sénat va changer par rapport à ça? Il y a une définition en commun des zones entre élus où effectivement en bord d'autoroute, lorsqu'on a des friches, lorsqu'on a des anciennes décharges, lorsqu'on a des endroits où finalement l'intérêt est assez moindre en termes esthétiques ou paysagers, eh bien on peut implanter des éoliennes. Après, moi je vais vous dire une chose, tout le monde s'offusque aujourd'hui des éoliennes terrestres. Le plan qu'on a choisi, le plan zéro carbone, la France zéro carbone 2050, il prévoit 50 parcs d'éoliens en mer, le doublement des éoliennes terrestres, et donc on voit bien que les éoliennes qui vont être renforcées, c'est d'abord les éoliennes en mer. Sauf que et vous n'aurez pas les Non, voix de la alors, droite. une question Vous n'aurez pas les voix de la 10 droite. fois la cette fois-ci. capacité en photovoltaïque. Mais Donc- les voix de la droite, il faut aussi prendre ses responsabilités. On ne veut pas de gaz russe, on ne veut pas de pétrole, on ne veut pas de charbon. On fait comment? Oui, mais enfin On là, veut vous bien savez bien construire que des- les éoliennes, ça on va veut- pas... On veut bien construire des ça centrales va nucléaires. pas On a d'ailleurs parer au prévu manque de gaz russe. 50% de Alors, on va centrales pas aller sur ce nucléaires, terrain, en tout cas, ouais. 50% de nucléaire dans notre production énergétique. Par contre, il faut voter le paquet. Il faut voter l'ensemble. D'accord. Allez, encore une Sur les question maires, de Steve et justement, ensuite. ouais, Brigitte. le congrès des maires débute officiellement demain. Début octobre, Emmanuel Macron avait promis une vraie décentralisation. Qu'est-ce que c'est une vraie décentralisation? Est-ce qu'un texte est déjà dans les tuyaux? Non, parce que pour le coup, il y a une consultation qui doit pouvoir voir le jour. Et puis une vraie décentralisation, c'est quelque chose qui est négocié. Et c'est quelque chose dans lequel on discute de ce qui peut être transféré aux communes, aux départements ou aux régions. C'est pas quelque chose qu'on leur impose. Donc de ce point de vue-là... Vous avez 4 ans encore. Oui, de 4 ans et demi même, un petit peu plus longtemps. Donc sur ces questions-là, on a une urgence absolue qui est celle des ressources des communes. D'ailleurs, les ressources des communes, on peut observer qu'il y a une augmentation de la DGF de 310 millions, dans laquelle je n'inclus pas les 2,5 milliards qui sont ceux de l'aide à C'est technique, l'énergie. mais vraiment sur la décentralisation, c'est ce qui m'intéressait. Ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous faire des annonces ici depuis Paris en vous disant ça doit être comme ça que ça doit être. Emmanuel Macron n'en Moi, fera pas non plus. Il vient au congrès, mais il ne fera pas de discours. Qu'est-ce qu'il va y faire? Mais justement, c'est aussi une nouveauté. Vous vous souvenez des années précédentes? Bien sûr. On a reproché au président de la République de dire il vient, il nous fait son grand discours, il s'en va et puis c'est Oui, terminé. il nous reçoit à l'Élysée, il ne va pas les voir Oui, le sur fameux leur terrain. Et alors là, il vient et il va pas Gaël parler. Parrio qui avait dit que c'était un dîner de cons. Oui. Vous vous souvenez? Ouais. Bon, après on a Maire été de servi Saint-Étienne. par cet élégant maire. Alors, cela dit, il vient faire quoi alors? Ce qu'il vient faire, c'est Serrer qu'il les vient mains consulter, écouter et puis voir s'il peut. Enfin, vous venez de me dire, on n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc, a priori, on ne va pas plaquer notre vision de la décentralisation et dire c'est comme ça. Et on va avoir des consultations des différentes associations d'élus, départements, communes, régions, et puis on va voir comment on peut. Donc, il vient humer l'air pour voir si un jour il peut, d'ici 2027, faire une loi de décentralisation. Ça fait partie on en des travaux reparlera. du CNR, Une question par ailleurs. plus brûlante, Brigitte. Sur le budget, Jean-Paul Mattei, qui est le président du groupe Modem, va redéposer son amendement sur les super dividendes. Est-ce que vous allez le voter? S'il examinait, oui. Il n'y Oui. a pas de raison que je change d'avis en cours de route. Sur cette idée, d'abord, qu'est-ce que c'est l'amendement de Jean-Paul Mattei dont tout le monde parle? C'est l'idée de dire, lorsqu'on fait un surprofit, une surdividende, donc lorsque on a un excès de rémunération, soit on peut réintégrer dans l'entreprise, réinvestir dans l'entreprise ce surprofit, soit si on décide de le prendre pour soi, si on le donne aux actionnaires, il est taxé non plus à 30%, il est taxé un peu plus, à 35%. Bon.
Est-ce que c'est révolutionnaire? Non. C'est ce que l'État a fait en tant qu'actionnaire principal d'EDF pendant 5 ans. Quand il dégageait de la marge, quand il dégageait des... Et alors pourquoi des vous n'arrivez pas à actions, convaincre le gouvernement? des actions, eh bien, il réinvestissait, il transformait en titre, ce qui a permis ensuite la nationalisation d'EDF. Alors pourquoi C'est vous un n'arrivez beau pas à plaidoyer. convaincre le gouvernement? Parce que je pense qu'il faut encore les convaincre sur certaines choses. Mais Vous allez y regardez, arriver ou pas? alors, on avance. Et c'est exactement l'exemple que je vous donnais tout à l'heure sur la question des super profits. Et vous voyez, j'ai fait le lapsus en été tout à l'heure. À l'été, c'était pas question. À l'automne, c'était dans le PLF. Prenez la taxe sur le carburant des avions. À l'été, ça n'en est pas question. À l'automne, c'était dans le PLF. Donc vous avez bon espoir. Il y a une mission du parti, Renaissance, confiée à Pascal Canfin. Il y a des travaux à l'Assemblée nationale confiés au député Louis Marguerite. Il y a évidemment une détermination du MoDem d'aller au bout. Sur le partage de la valeur, je leur dis chiche, moi je suis pour. Vous êtes optimiste? Je ne perds jamais foi Raisonnablement optimiste, comme on dit. dans notre capacité à changer les choses. Merci beaucoup, Brigitte et Steve. Merci. À la semaine prochaine. Dans un instant, Yves Tréhard. D'abord, Vincent Roux en direct du Figaro Live. Bonjour Vincent, qui va vous poser une question d'actualité. C'est à vous, Vincent. Bonsoir Sacha Houlier. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce soir, il y a un débat entre les candidats à la présidence LR. Est-ce que ça vous intéresse? Oui, évidemment, pour savoir quelle sera la ligne du Parti républicain dans les prochaines années. J'ai vu qu'il y avait une ligne qui s'était beaucoup droitisée à l'occasion du choix du candidat à l'élection présidentielle et en reflète le score d'Éric Ciotti. Donc oui, c'est intéressant, et c'est intéressant aussi parce que ça peut générer quelques frustrations, quelques crispations chez eux qui seront regardées avec intérêt de la part de la majorité. Vous craignez un candidat plus qu'un autre? Ah non, enfin, si je dois commencer à avoir peur de quelqu'un, j'arrête la vie politique. D'accord, merci beaucoup. Merci. Vincent, à tout à l'heure. Yves, bonjour, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. On va rester sur le même sujet d'ailleurs. Oui, bonsoir Elisabeth, bonsoir Sacha Houlier. Bonsoir. Je vous ai senti un peu énervé pendant cette première partie de l'émission, quand on évoquait la droite, son attitude à l'Assemblée nationale. Oui. Vous trouvez que le gouvernement et Emmanuel Macron va beaucoup dans le sens de cette droite et que cette droite se comporte mal vis-à-vis d'eux? Je dis simplement qu'il pourrait être plus indulgent ou plus constructif sur certains textes, et en particulier sur le texte de l'immigration qui, a priori, sur le volet notamment répression de la délinquance d'origine étrangère, ne devrait pas susciter autant de critiques qu'elle le fait à droite. Et je trouve ça surprenant. Ce qui veut dire quand même que la politique du gouvernement penche plus à droite qu'à gauche aujourd'hui? Écoutez, c'est pas vraiment ce que je dis, puisque lorsque le texte nous a été présenté de la LOPMI initialement, il faisait 32 articles. Il comprenait le texte sur... Donc c'est la loi de programmation du ministère de l'Intérieur. Les 15 milliards d'euros pour nos policiers et nos gendarmes, les mesures sur l'immigration que je viens de vous citer, et des mesures de vidéoprotection, notamment en vue de l'organisation de la Coupe du Monde de rugby et des Jeux Olympiques. Moi d'abord, j'ai dit au ministre de l'Intérieur, c'est pas possible de faire comme ça, puisque c'est pas intelligible, ça va être trop long à l'Assemblée, et puis par ailleurs, on comprend pas les objets politiques que l'on vote. Donc on a découpé en 3 textes, et sur le texte immigration au départ, il n'y avait que des mesures d'ordre public, pour faciliter les expulsions, pour expulser les personnes qui étaient des délinquants répressives en fait. Oui. Mais ça ne pose pas de problème. De dire que quelqu'un n'a pas respecté les règles du pays qui l'accueille, qu'il puisse être conduit chez lui, ça ne me pose pas de problème. Ça ne pose pas non plus de problème aux républicains a priori. Par contre, il faut être cohérent. Quand on dit qu'il n'y a pas de travailleurs en suffisamment grand nombre, quand on voit que dans nos hôpitaux, que dans nos restaurants, que sur les chantiers, en fait, on a beaucoup de travailleurs irréguliers qui remplissent une fonction, qui rendent service à la nation, qu'est-ce qui nous empêche, qu'est-ce qui nous bloque de dire on fiche la paix aux braves gens, si je devais prendre la dialectique de Gérald Darmanin, et puis on les régularise. Quel tort ça peut faire à la population, quel tort ça peut faire au Parti des Républicains? Alors, est-ce que vous n'êtes pas un peu inquiet, justement, parce que ce projet qui a été présenté à la fois par Olivier Dussopt et par Gérald Darmanin, c'est-à-dire, d'un côté, on est plus sévère pour les accompagnements, reconduites à la frontière, mais de l'autre côté, on accorde des titres de séjour pour les secteurs en tension, mais il semblerait que, justement, cette deuxième partie, elle soit en passe d'être abandonnée. Alors ça me surprendrait beaucoup, puisque c'est quelque chose que j'ai négocié longuement et dont j'ai fait la condition pour que on puisse voter le texte. C'est quelque chose que j'ai travaillé depuis maintenant le mois de juillet. Oui.
Ça fait l'objet de plusieurs annonces réitérées par le ministre devant la commission des lois. Une première annonce pour dire qu'une initiative serait prise pour que la régularisation puisse être demandée à l'initiative du salarié et non plus de l'employeur, que le titre de travail qui est délivré, il vaut pour une période et pour des travaux donnés et non plus pour une seule fonction. C'était l'idée de vous êtes plongeur dans un restaurant d'un côté de la rue, si vous allez servir en face, eh bien vous n'avez plus de titre de travail. Quelle cohérence ça avait? Donc le ministre est engagé à revenir sur ce sujet. Et puis il y a une annonce en dur qui dit, dans le journal Le Monde, au début du mois de novembre, qui dit qu'on aura un titre de séjour pour les personnes qui travaillent dans notre pays. Il semblerait que tout ça soit Mais bien. Yves, vous avez des informations selon lesquelles... Oui, selon lesquelles M. Darmanin, finalement, c'est lui qui va remporter le morceau en abandonnant un peu les intentions de M. Dussopt. Vous n'êtes pas au courant, ce Sacha serait Houlié bien surprenant, et dans ce cas-là, comptez sur moi pour réintroduire par voie d'amendement ce que j'ai âprement défendu 4 mois durant, 5 mois durant, dans le cadre de la préparation de ce texte. Alors justement, ça m'amène à la question suivante. 3 noms sont régulièrement cités dans le cadre d'une élection lointaine qui sera en 2027, et M. Macron ne pourra pas se représenter. On parle de M. Philippe, on parle de M. Darmanin, on parle de M. Le Maire. 3 visages et 3 noms qui viennent de la droite. Ça vous inquiète pas, ça, que personne, finalement, sur l'aile gauche de la majorité, je ne sais pas comment il faut l'appeler, dont vous êtes plutôt un des Richard tenants. Ferrand dit le macronisme originel. Voilà. Et je pense que c'est la bonne définition. Alors, ça vous inquiète pas qu'il n'y en ait pas un qui émerge là, ou une d'ailleurs? À 4 ans et demi d'élection présidentielle? Oui. Non, ça ne m'inquiète pas. Pas du tout. Non, ça ne m'inquiète pas du tout, parce que celui ou celle qui pense d'abord à son intérêt personnel, avant de penser à la réussite du quinquennat, en novembre 2022, je pense qu'il se trompe tellement qu'il se décrédibilise pour l'élection de 2025. Donc M. Le Maire se trompe et M. Darmanin aussi? Je ne sais pas quelles sont leurs intentions réelles. Ce que je peux vous dire, c'est que si c'est le cas, oui, ils se trompent. Vous êtes président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, et il se trouve qu'il y a pas mal de textes actuellement proposés par le gouvernement qui passent par le Sénat, justement, qui est à majorité les Républicains. On parle de cette loi sur le projet de loi sur le ministère de l'Intérieur, on parle de sur l'immigration, également sur les énergies renouvelables. Ça vous froisse pas un peu, ça, quand même? Ça me froisse d'autant moins que c'est moi qui l'ai suggéré au gouvernement cet été. Ah, d'accord. J'avais fait 2 suggestions, d'avoir des textes ramassés, des textes pas plus de 15 articles, c'est maintenant de notoriété publique. J'avais demandé à ce qu'on puisse, autant que faire se peut, sonder au Sénat quelle était l'attitude de nos collègues. Ça a marché pour la loi d'orientation du ministère de l'Intérieur, les 15 milliards, puisque les socialistes l'ont voté. Ça a marché pour la loi sur les énergies renouvelables, puisque les socialistes, les républicains, les communistes et même les écologistes l'ont voté. Donc c'est une méthode qui a aussi été éprouvée et fonctionne. Si ça nous permet d'adopter des textes et de passer les réformes, moi j'ai aucun état d'âme. Aucun état d'âme. Aucun. D'accord. Est-ce que c'est une façon de piéger la droite de l'Assemblée nationale? Pas que. Pas que. Mais C'est une façon quand même. Alors. Oui, pas que, mais pourquoi les socialistes ne vont-ils pas voter la loi de programmation du ministère de l'Intérieur qui donne 15 milliards aux policiers, dont les policiers eux-mêmes disent que c'est le retour de la police de proximité? Le directeur départemental de la sécurité publique de Haute-Garonne, c'est ce qu'il dit, ce sont ses mots, c'est dans le journal. Pourquoi les socialistes ne vont-ils pas voter les 300 policiers supplémentaires pour Marseille? Ils sont arrivés, j'étais le 31 novembre à leur arrivée. Les 160 supplémentaires... Pas le 31 novembre, le 31 octobre, pardon. Les 160 policiers supplémentaires pour Lille, pour Montpellier, pour Nantes, les 60... Voilà. Tous ces policiers supplémentaires dont nous votons le financement, leur encadrement, le renforcement de l'encadrement, la question de la formation, tout ça, ça bénéficie d'abord aux municipalités socialistes. Ils l'ont compris au Sénat, pourquoi ne le comprendraient-ils pas? Pourquoi ne le comprennent-ils pas à l'Assemblée nationale? Moi, je pose la question. D'accord. Si un jour... Vous dites le Sénat montre la voie. Je dis que les sénateurs socialistes, républicains, écologistes ou communistes savent ce qu'ils ont promis aux électeurs et savent reconnaître dans les textes du gouvernement les mesures qui parlent à leur électorat. Elle est plus raisonnable, la Chambre haute, comme on dit. Preuve en est... Plus de sagesse. Preuve en est aujourd'hui que lorsque les mesures correspondent à des promesses ou en tout cas à des orientations politiques qui sont celles d'un camp ou d'un autre, eh bien, ils savent faire le pas pour voter les réformes du gouvernement. J'aimerais qu'il en soit autant à l'Assemblée nationale. Je pense qu'on est un petit peu empêché, si vous voulez vraiment mon avis, par tous ces congrès qui se déroulent en ce moment, par le congrès des Républicains, où il y a une course à l'échalote, par le congrès des socialistes, où il y a une indécision totale, et par le congrès des écologistes, où je manque de qualificatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un peu la pagaille aussi. C'est un peu la pagaille. Chez les écologistes aussi.
Beaucoup. Chez les Républicains aussi, alors? Certainement. Oui, c'est ce que vous avez dit. Et chez les socialistes? Pas mieux. Pas mieux, d'accord. Et chez vous, ça va? Ça se passe bien? Nous, elle est plurielle déjà, la majorité, donc D'accord. elle vit bien. Si demain, Cyril Hanouna vous appelait au téléphone et vous invitait dans son émission, Alors, est-ce que vous iriez? d'abord, j'y suis allé une fois, Ouais. à l'émission Balance ton poste, pour tout vous dire, lors de la crise sanitaire et sur les annonces qui avaient été faites. Ouais. J'étais un peu douché par la façon dont on ne s'écoutait pas, Ouais. cette émission, la façon dont le clash y était organisé et dont, en fait, on était là pour un pugilat général dans lequel chacun balance quelques punchlines et puis repart bien content d'avoir... Est-ce que c'est la place d'un homme ou d'une femme politique que d'aller dans ce genre d'émission? Rétrospectivement, je vous dirais que non, après l'avoir essayé. Mais après, si vous voulez mon avis, parce que vous voulez m'interroger sur la polémique sur Louis Boyard Oui. et sur l'injure. D'abord, Cyril Hanouna a commis une faute. En insultant Louis Boyard, il a commis une faute. On n'insulte pas quiconque. On n'insulte pas un élu de la République. Ouais. Donc, s'il devait être condamné pour cela, ce serait mérité, ce serait justifié et ce serait tout à fait logique. En revanche, personne ne me fera croire que Louis Boyard ne savait pas à quoi s'attendre lorsqu'il se rendait dans cette Quand émission. on va là, dans ce genre d'émission, Évidemment. vous saviez où Et vous alliez aussi à Oui, l'époque. quelque part, mais j'ai voulu essayer. Vous recommencerez pas. J'ai vu ce qu'il en était. La différence avec Louis Boyard, c'est que j'ai pas tenté de faire un coup politique autour de ça. Il faut admettre que c'est un coup politique qui lui a plutôt réussi pour son camp. N'empêche que c'est quelque chose qui abaisse au global le rôle des parlementaires. Dernière question. Adrien Quatennens, qui est député de la France Insoumise, a été une plainte contre lui pour violence conjugale auprès de sa femme, contre sa femme. Est-ce que Adrien Quatennens, qui a conservé son siège de député, doit revenir à l'Assemblée nationale et peut siéger à l'Assemblée nationale d'après vous? D'abord, j'observe qu'il n'est plus en arrêt maladie, ce qui est mieux, c'est une bonne chose. Ensuite, pourquoi? Qu'est-ce qui vous gênait dans parce que être en, il y avait un côté hypocrite là-dedans? Je trouve. Oui, je trouve. Ensuite, la différence avec Adrien Quatennens, c'est qu'il a admis les faits, donc il les a reconnus. Et donc ça pose un problème qui n'est pas légal, un problème qui est moral. Et je ne suis naturellement pas à sa place, mais je pense que si j'avais été à sa place, je ne reviendrais pas à l'Assemblée nationale. Vous ne reviendriez pas? Encore moins quand on a tenu les propos qui sont les siens à l'égard des victimes de violences et quand on en a fait un des éléments essentiels de son combat politique. C'est aussi un élément fondamental de mon engagement, l'égalité des sexes et le respect dû à tous, et en premier la lutte contre les violences conjugales. Et donc quand on a fait une faute aussi grave, je pense qu'elle est disqualifiante. Merci, mais ça veut dire qu'il faudrait qu'il rende ce mandat. Je pense. Il ne peut plus représenter les Français, compte tenu de ce qu'il a reconnu avoir fait avec sa femme. Compte tenu du fait que c'était un élément essentiel de son combat politique, oui, je pense que ça le disqualifie durablement. Cette incohérence vous semble rédhibitoire. C'est dit, on verra si Antoine Léaumont, dans un instant, qui nous rejoint. Merci beaucoup, merci, Elisabeth. Merci, veut vous répondre sur ce point. Moi, j'ai une autre question avant qu'il n'entre, c'est que le groupe RN, on vient de l'apprendre, va déposer un amendement pour inscrire la loi Veil, dans la Constitution, et un amendement qui pourrait être défendu dans quelques jours, quelques semaines, par Marine Le Pen. Elle avait dit non à la constitutionnalisation de l'IVG. Elle dit oui à la loi Veil, qui lui paraît être un bon cadre, c'est-à-dire les 14 semaines qui autorisent l'IVG. Vous êtes sur sa ligne, vous pourriez voter son amendement? Non, parce que la loi Veil, d'abord, elle a été abrogée dans son acception initiale. Ensuite, abrogée, elle a été... En tout cas, elle a été remplacée par d'autres lois, donc ce qui revient à une abrogation par un remplacement. Ensuite, je crois que c'est la rapporteure Panot qui, dans la commission la semaine dernière, a fait une liste de toutes les déclarations du parti du Rassemblement national contre l'IVG, des positions, y compris même prises par la porte-parole du Rassemblement national pour la suppression du droit à l'IVG, Laure Lavalette. Et donc, je pense qu'il y a là un tour de passe-passe, une grande hypocrisie aussi de la part du Rassemblement national qui ne sait pas se positionner par rapport à ça. D'ailleurs, le meilleur exemple, c'est que les députés RN ont une liberté de vote sur cette question. Ça en dit beaucoup. En face de vous, c'est assis Antoine Léaumont, qu'on remercie aussi d'avoir accepté de débattre. Merci à tous les deux d'avoir accepté le principe de cet échange dans Audition publique. Vous êtes un député La France Insoumise, élu dans l'Essonne. Vous êtes arrivé à l'Assemblée en juin dernier. Et vous avez retenu 2 thèmes pour débattre avec Sacha Houlié, et commencer par les salaires dont on parle beaucoup, et notamment
le niveau du SMIC en France. Tout C'est à à vous. fait, tout à fait, parce que nous proposons ce jeudi 24 novembre à l'Assemblée nationale une proposition de loi d'augmentation du SMIC à 1 600 €. Proposition de loi qui est assortie d'une caisse de solidarité interentreprise afin que cette augmentation du SMIC ne soit pas pénalisante pour les petites et moyennes entreprises. Et à l'heure actuelle où la question du pouvoir d'achat est la question centrale pour les Françaises et les Français, j'ai du mal à comprendre comment on peut s'opposer à l'augmentation du SMIC à 1 600 €, sachant que cette augmentation du SMIC en plus touche prioritairement des emplois qui sont non délocalisables. Et je vais même un peu plus loin. J'ai été assez surpris de voir que parmi les amendements déposés sur cette proposition de loi, au sein du groupe Renaissance, il y a eu des députés pour déposer une sorte d'amendement McDonald's qui empêcherait la mise en place du SMIC dans la restauration rapide. Ce qui vraiment est l'endroit typique où les emplois au SMIC ne sont pas délocalisables et où des gens sont particulièrement précarisés par des grandes entreprises comme McDonald's, comme Burger King, comme KFC, qui sont en plus des multinationales américaines. Donc voilà, je pense que cette augmentation du SMIC, elle est indispensable et je ne comprends pas pourquoi il ne va pas y avoir d'augmentation du SMIC et pourquoi votre groupe ne va pas voter cette augmentation du SMIC. Mais comme moi, je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas voté pour les mesures qui permettent de faire des compléments de salaire et qui permettent d'ajouter au salaire des Français sur les heures supplémentaires défiscalisées, sur la prime Macron, sur les mesures qui, par ailleurs, permettaient d'augmenter le pouvoir d'achat en allouant des mesures de lutte contre l'inflation. Voilà, ça, je ne le comprends pas. Ce que je ne comprends pas non plus, c'est que vous ayez tant de mal à comprendre une logique qui pourtant a apporté un grave préjudice à la gauche, qui est la boucle prix-salaire. On sait depuis les années 80 que lorsque l'on augmente comme ça les salaires, eh bien, on a un effet sur les prix et que ça a une spirale inflationniste qui est très forte. Je ne comprends pas pourquoi non plus vous obstinez à ne pas voir que l'inflation, elle est de 6% et que le SMIC, lors de l'année dernière, il a augmenté de 8%. Et d'ailleurs, sur le deuxième argument, qui est celui de la boucle prix-salaire, votre proposition, lors de l'élection législative, c'était 1 400 € le SMIC. Votre proposition cet été, 1500. C'était 1 500. Et là, vous êtes passé à 1 600. Donc vous voyez qu'en fait, finalement, vous êtes dans une spirale dans laquelle vous laissez dépasser. Et une dernière chose, vous avez beaucoup de conventions de branches aujourd'hui que vous dépasseriez, ce qui veut dire que vous écraseriez toute une partie des salaires et donc vous tasseriez toute une partie des salaires vers le bas dans notre pays, ce qui est effectivement regrettable, ce qui nous pousse donc à ne pas voter votre proposition. C'est l'inverse. Alors quand on augmente le SMIC, ce qu'on a toujours étudié dans le pays, c'est que l'augmentation du SMIC provoque l'augmentation des salaires qui sont entre le SMIC et l'augmentation du salaire, parce que précisément, les gens disent « moi j'étais avant au-dessus du SMIC », donc ils vont augmenter leurs revendications. Maintenant, cette boucle prix-salaire, en fait, en réalité, elle est déjà là. En réalité, il y a déjà un problème d'inflation et ce qui se produit, c'est que les salaires augmentent moins vite que l'inflation et que donc le salaire réel des gens qui sont très peu payés diminue. Il y a une perte de salaire et une perte de pouvoir d'achat. Et ensuite, je veux revenir sur la question que vous me posiez. Pourquoi nous n'avons pas voté sur les heures supplémentaires défiscalisées et pourquoi nous n'avons pas voté sur la prime Macron ? Eh bien, pour une raison simple, c'est que pour ce qui concerne la prime Macron, c'est une prime qui est au bon vouloir du patron, alors que l'augmentation du SMIC, c'est un choix politique, c'est une décision qui s'impose au patronat. Là, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, quand on interroge les gens sur pensez-vous que la loi pouvoir d'achat d'Emmanuel Macron a fait quelque chose pour votre pouvoir d'achat ? La réponse est non. Et sur la question des heures, sur la question des heures supplémentaires défiscalisées, là c'est encore plus grave, c'est que c'est carrément un sécucide. C'est-à-dire que on est en train, en défiscalisant ces heures, en défiscalisant les heures supplémentaires, c'est la baisse du chômage. Parce qu'en défiscalisant les heures supplémentaires, on est en train aussi d'attaquer le financement de la sécurité sociale. Et rien n'est prévu sur le sujet. Je vais vous laisser dire ça pour plusieurs raisons. D'abord, vous n'avez pas répondu à mon argument qui est de dire que le SMIC a augmenté de 8% sur l'année passée quand l'inflation était de 6%. Ce qui montre bien que c'est sur l'ensemble. C'est en revenant à l'année dernière. Ce qui montre bien. C'est en revenant à l'année dernière. Ce qui montre bien qu'en réalité, l'argument selon lequel les salaires n'augmentent pas autant que l'inflation est faux. Non. Ensuite, avec votre idée du SMIC, vous n'avez pas non plus répondu à mon argument qui est de dire en faisant augmenter le SMIC, toute une série des salaires qui sont indexés sur les conventions de branche ne sont pas concernés. Et dans votre argumentaire, vous dites pour demander du salaire supplémentaire, pour avoir la prime Macron, il faut que l'employeur le veuille bien. Pour négocier la convention de branche, il faut quoi ? Mais moi, du dialogue social. Moi, je ne parle pas de la convention de branche. Non, mais précisément, c'est pas la même chose. Existe. Mais oui, mais sauf que quand on augmente le SMIC, c'est une augmentation qui est sur l'ensemble des salaires. Et donc, ça met un seuil minimum. D'ailleurs, c'est comme ça que c'est rédigé dans notre proposition de loi. Ça met un seuil minimum en dessous duquel il n'est pas possible de payer les gens. Dans la fonction publique, pas n'importe où. D'accord ? La fonction publique. Toute une série des salaires
se retrouver en dessous du SMIC parce Mais que ça, c'est de votre faute. Non, mais ça, c'est de votre faute. C'est parce que vous n'aviez pas fait. Vous n'aviez pas revalorisé le point d'indice. Précisément vous dire vous n'avez pas revalorisé le point d'indice. Et donc, effectivement, il y a des professions qui finissent en dessous. Précisément vous dire que le SMIC avait tellement augmenté qu'il avait dépassé l'indice des fonctionnaires de catégorie C. Mais précisément. Ce que nous avons corrigé. Avec d'ailleurs des partenaires sociaux, puisque nous l'avons rectifié avec la ministre. Mais précisément, on est d'accord que c'est qu'il y avait un problème dans la rémunération des fonctionnaires. Et donc nous avons augmenté cette rémunération. Mais il faudrait quand même pas accuser ceux qui proposent l'augmentation du SMIC de vouloir dire que derrière, il faudrait que les salaires des fonctionnaires soient inférieurs. Le problème vient du fait que les salaires des fonctionnaires n'avaient pas été assez augmentés. Donc c'était ça l'enjeu. Cela dit, vous n'avez pas non plus voté. Vous n'avez pas non plus voté les mesures du projet de loi de finances rectificative cet été. Qui permettait d'augmenter de 4 points le point d'indice. Vous n'avez pas voté ces dispositions. On l'a vous n'avez pas voté la loi. Donc, non, on n'a pas voté la loi. A priori, vous êtes quand même opposé. Nous n'avons pas voté l'ensemble de la loi parce que nous étions défavorables justement à ces défiscalisations des heures supplémentaires, mais nous avons voté la mesure sur l'augmentation des salaires des fonctionnaires. Vous opposant à la loi, vous opposez au tout. Juste revenir sur un point. Vous dites il y a eu une augmentation de salaire de 8%, il n'y a que 6% d'inflation. Sauf que cette inflation, elle prend en compte un ensemble d'éléments qui ne sont pas les éléments qui touchent le plus directement les personnes qui sont payées au SMIC. Et notamment sur les questions de l'inflation dans l'alimentation, on n'est pas à des taux de 6%, on est à des taux de 15, 20, et même pour l'huile de tournesol, par exemple, on est à 134% d'inflation. Donc ça frappe directement le salaire et le revenu global des gens qui sont les moins payés. En plus, vous parlez en salaire pur, vous excluez d'ores et déjà des mesures comme le bouclier tarifaire. Dont l'Institut des politiques publiques, par ailleurs, a dit que c'était la meilleure mesure qui avait été prise sur ce sujet. Excellente mesure éventuellement, mais sauf vous regardez souvent, pas toujours, mais souvent, les choses par le tout petit trou de la langue. Non, deux choses sur le bouclier tarifaire. Premièrement, en janvier, le gaz et l'électricité vont augmenter de 15%. Donc un bouclier où il y a une augmentation de 15%, vous nous disiez tout à l'heure, il y a une augmentation de 8% des salaires, typiquement sur l'énergie et le gaz, on va être en dessous du niveau de l'inflation. Donc c'est une perte de revenus sur la question de l'énergie et du gaz avec le bouclier tarifaire. Mais le problème du bouclier tarifaire, en plus, c'est qu'il n'est pas financé par les entreprises elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il faudrait plutôt faire un blocage des prix qui permette que ce soit une partie des entreprises qui paye la différence. Alors, précisément, dans le projet de loi de finances, la contribution européenne, en plus de la contribution exceptionnelle, l'alignement du prix et pour le coup la surtaxe à 90% au-dessus de 180 euros du mégawattheure, finance. Mais c'est pas la même chose. 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 C'est pas un blocage des prix en bonne et due forme. Voilà. En revanche, ce qu'il faudrait faire si vous voulez empêcher la spirale inflationniste, c'est ça. En revanche, c'est une surtaxe de toutes les énergies et les producteurs d'énergie qui permet de financer le bouclier tarifaire. Antoine Léaumont, vous avez choisi un deuxième thème qui est très intéressant aussi, tout à fait d'actualité. C'est la loi de programmation du ministère de l'Intérieur et vous voulez revenir sur quelques points précis. On vous écoute. Sur les amendes forfaitaires délictuelles, parce que là, c'était un des grands sujets de cette loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. On en a d'ailleurs beaucoup débattu dans l'Assemblée. Alors, les amendes forfaitaires délictuelles, c'est un mécanisme qui consiste à remplacer un certain nombre de peines, ou à permettre que, à la place d'un certain nombre de peines, on ait des amendes qui soient remises par la police, qui posent plusieurs problèmes. Déjà, c'est que il n'y a pas de présomption d'innocence, vous avez directement une amende. Ensuite, c'est qu'il n'y a pas d'individualisation des peines. Quand vous avez un jugement, vous avez des circonstances atténuantes, des circonstances aggravantes, et même la possibilité d'être acquitté, ça existe quand même. Et là, ça n'est pas le cas. Et puis, c'est des amendes qui sont en plus très discriminatoires. Mais le problème dans le texte précis qui nous est présenté, pour moi, est sur deux points en particulier. L'amende qui concerne le fait que des lycéens ou des étudiants majeurs se mobilisant à l'intérieur de leur lycée, dans le cadre, par exemple, disons, de la réforme des retraites, contre la réforme des retraites, eh bien, cela pourrait avoir... Au lycée, cela pourrait avoir... Uniquement les majeurs au lycée. Uniquement les majeurs au lycée. D'ailleurs, je suis très content d'avoir obtenu le fait que ce soit bien précisé dans le débat. Il n'y en a pas trop des majeurs au lycée. Enfin, il y en a quelques-uns. Mais quand même, disons que dans les lycées professionnels, par exemple, vous avez beaucoup de majeurs. Mais cette amende, elle pourrait être de 500 à 1000 euros. Et une autre amende de ce type-là a été prévue pour les cas de blocage des routes, comme le faisaient par exemple les gilets jaunes en filtrant la circulation. Et là, on parle d'une amende de 800 à 1600 euros, ce qui, pour moi, est une remise en cause du droit fondamental à manifester. Bon, d'abord, dans ce texte, vous avez eu tendance à toujours plutôt vouloir défendre les délinquants que les policiers. Non. Bah si, systématiquement. Je vais vous répondre. Vous pouvez pas dire ça. Je vais vous répondre. Sur l'amende forfaitaire délictuelle. Défendre les délinquants. Vous mentez bien, mais vous mentez quand même. Non. Vous mentez parce que vous nous dites qu'il n'y a pas de contradictoire. En fait, l'amende forfaitaire délictuelle, elle n'est adressée à une personne que si elle accepte d'avoir reconnu préalablement les faits. Oui,
Sinon, il y a une procédure judiciaire qui est menée, qui conduit les gens devant un tribunal correctionnel et qui fait l'objet d'un débat devant un juge. C'est la reconnaissance préalable de culpabilité, la signature du procès-verbal, qui fait que l'amende est acceptée parce que le délit est reconnu. Ensuite, sur la question des mineurs, on vous a dit plusieurs fois, pendant tout le débat, que les mineurs n'étaient pas concernés par l'amende. Vous remarquerez que je n'ai pas parlé des mineurs. Sur la question... Je n'ai pas parlé des mineurs, j'ai précisément parlé des majeurs. Sur la question, vous avez bien fait de parler des lycéens majeurs, par contre. C'est vrai, parce que dans le débat, vous nous parliez des étudiants. Les étudiants ne sont pas concernés pour le blocage de leur établissement, puisque les établissements d'enseignement supérieur ne sont pas concernés non plus. Tout à fait. Ensuite, mais les étudiants, Attendez, les étudiants qui se rendraient dans un lycée pour aider un mouvement social, juste de vous répondre sur ces ils sont questions-là. concernés. D'abord, les étudiants n'ont rien à faire dans un lycée. C'est ce qui s'est passé jusqu'à présent. Les étudiants n'ont rien à faire dans un lycée, même pour les débrayer. Et puis, dernière chose, sur ce que vous avez dit. Aujourd'hui, ce que vous critiquez, c'est le fait qu'on puisse dresser des amendes sur des faits qui peuvent faire l'objet d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 1 an, pour ce qui concerne l'occupation illégale d'un établissement scolaire, ou jusqu'à 2 ans pour ce qui concerne l'entrave. Est-ce qu'il faut préférer d'aller devant un juge qui, en comparution immédiate ou qui, dans une procédure judiciaire, peut prononcer une peine qui est une peine d'incarcération? Ou est-ce que cette amende délictuelle, d'abord, elle permet de ne pas laisser impunis des faits qui le sont, qui sont commis. Donc vous reconnaissez que la plupart du temps, ces faits-là ne sont pas punis et ne vont pas jusqu'à un tribunal. Parce que les procédures c'est ça qui se passe. Parce que les procédures sont très longues, mais vous connaissez comme moi la réalité des tribunaux. Les peines sont prononcées, elles ne sont pas réalisées. Est-ce que c'est acceptable dans un état de droit? C'est pour ça qu'il y a. Est-ce que c'est acceptable dans un état de droit que des peines prononcées ne soient pas exécutées? C'est pour ça qu'il y a un problème dans votre argumentation. Vous nous dites que des peines prononcées dans un état de droit ne soient pas exécutées. Ça, c'est votre problème à vous. C'est parce que vous ne mettez pas assez de moyens et dans la justice. Attendez, si vous me laissez aller jusqu'au bout, moi je suis pour que les peines qui sont prononcées soient exécutées, mais pour ça, il faut qu'il y ait assez de monde dans la justice pour traiter correctement les dossiers, et il faut ensuite avoir la capacité de les traiter, si on est dans votre logique, et par exemple de mettre les gens en prison, donc d'ouvrir des places. Ce avec quoi moi je suis en désaccord, et particulièrement sur cette question-là, vous nous avez dit que vous vouliez mettre en place des amendes forfaitaires délictuelles pour désengorger les tribunaux. Mais dites-moi, quels tribunaux exactement sont engorgés par des gens qui ont bloqué des routes et des lycéens qui ont bloqué leur lycée? Là, il n'y en a aucun. Mais la réalité, c'est que la plupart du temps, il y a une forme de tolérance qui s'exprime vis-à-vis de ce type de mouvement. Et par exemple, sur le mouvement des Gilets jaunes, la plupart du temps, ce qui était fait, c'était que les gens étaient condamnés ou allaient devant le tribunal pour d'autres faits que celui du blocage des routes. Or là, qu'est-ce qui va se passer? Quand des jeunes vont se mobiliser dans leur lycée, ou quand des gens vont se mobiliser, par exemple, en bloquant des ronds-points, admettons, ça fait partie du régime des possibilités, vu que ça a existé. Ce qui va se passer, c'est que là, il pourrait y avoir un policier qui vient et qui dit, hop, ça c'est puni par le code pénal, et maintenant c'est puni par une amende de 800 €. Et vous pensez vraiment que des gens vont contester l'amende et se dire que il vaut mieux qu'ils aillent devant un tribunal, etc. Effectivement, non. Donc, ce que vous êtes en train de faire, et ce qui va se produire, et vous le savez d'ailleurs, ce qui va se passer, je finis juste ma phrase, ce qui va se passer, c'est que vous êtes en train d'essayer de faire peur aux gens qui souhaiteraient se mobiliser et de pouvoir punir rapidement celles et ceux qui le feraient. Alors, la réponse, après cette longue et précise argumentation, mais le débat est de au moins, c'est détaillé. Donc, voilà. Non mais d'abord, vous nous dites qu'il y a pas d'engorgement, enfin il y a un engorgement des tribunaux. Mais à la bonne heure, mais parle de sur ce point. À la bonne heure, mais pourquoi n'avez-vous pas voté non plus les budgets de la justice qui prévoient des magistrats supplémentaires, des greffiers supplémentaires? Parce que c'est pas assez. C'est pas assez. Donc en fait c'est pas assez, donc ça mérite d'être contre. Mais oui. Première chose. Deuxième chose, sur la question de l'amende forfaitaire délictuelle, je vous ai dit précisément, on a même inscrit dans la loi qu'il fallait notifier les droits des personnes, que s'ils n'acceptaient pas l'amende, s'ils disent non je la conteste, en disant je fais une procédure, non je la conteste, non je refuse de reconnaître les faits qui me... Il y a une procédure devant un juge. Et ensuite, vous nous avez dit, et je vous ai dit au tout départ que vous avez été plutôt du côté des délinquants que du côté des policiers. C'est pas vrai. Mais vous nous avez dit que devant un juge, vous préfériez que ces gens ne soient pas condamnés. Ça oui, par contre. Moi, je ne suis pas pour condamner l'action sociale. Moi, je vous dis que lorsqu'on a commis un acte de désobéissance civile, on en assume les conséquences. Donc ça, on sait qu'on se place en infraction. Ça, c'est votre point de vue. Non, mais on sait qu'on se place en infraction à la loi. Et donc, quand on se place en infraction à la loi, alors la loi républicaine étant la même pour tout le monde, eh bien, on peut être... Alors, bloquer une route, bloquer la circulation, comment ça se passe? Parce que on le voit, il y a des jeunes qui le font, il y a les gilets jaunes qui le font. Pour l'instant, c'est... Oui, de ce point de vue-là, il y a des procédures judiciaires qui sont parfois engagées, et lorsqu'elles ne sont pas engagées, on pourra avoir des amendes forfaitaires délictuelles. Voilà. Donc, il y a bien un mécanisme qui va être plus efficace, je vais utiliser votre vocabulaire, plus efficace pour punir des actes qui effectivement sont punis dans le code pénal. Ce qui est surprenant, je suis d'accord que ça existe dans le code pénal.
deux exemples parmi les 24 sur les amendes forfaitaires délictuelles. Mais précisément parce que vous avez aussi contesté les amendes forfaitaires délictuelles pour la consommation de stupéfiants. Mais parce que précisément, elle ne mène à rien, elle ne mène pas à une baisse effective de la consommation de cannabis. Là, c'est un autre sujet, c'est que c'est inefficace pour atteindre. Cannabis, je parle de cocaïne. C'est pour atteindre l'objectif que vous fixez. D'ailleurs, j'ai été très heureux de lire dans votre interview à Mediapart le fait que vous pensez qu'il faut légaliser le cannabis parce que je trouve, moi aussi, que ce serait une manière plus efficace, y compris de lutter à la fois contre le trafic de cannabis et contre la consommation de cannabis avec des politiques publiques qui seraient faites sur cette question-là, qui seraient plus efficaces. Sur ce point-là, au moins, on se rejoint. Et moi, je suis du coup pas pour les punir par une AFD. Ce que j'ai dit à Mediapart précisément, c'est que philosophiquement, il fallait y parvenir et qu'aujourd'hui, il y avait une grande crispation autour de ces sujets et qui faisait que le chemin était étroit pour y parvenir. Voilà. Donc, une dépénalisation serait déjà une bonne chose. Il faudrait aussi des désintoxications parce que on peut être pour le fait qu'il faille le dépénaliser ou le légaliser. On peut aussi se dire que là, c'est une consommation d'un stupéfiant et que c'est pas bon en général pour les personnes qui le font. Et précisément, nous, notre proposition, ce sera le dernier mot, notre proposition sur le sujet, elle est un peu détaillée, puisque avec la légalisation, nous voulons que l'argent qui serait obtenu par la légalisation, parce que par la force des choses, il y aurait une imposition sur cette nouvelle vente, plutôt que de l'argent qui part dans les sphères obscures, c'est que l'argent qui serait dégagé puisse être utilisé pour faire de la prévention sur la consommation de cannabis, en gros et de manière détaillée. Mais simplement, pour finir d'un mot sur la question des amendes forfaitaires, pour finir sur la question des accidents, on en voudrait absolument à tous les manifestants. Je suis au regret de vous dire que ce n'est pas le cas. Sur ce sujet-là, quand même, nous sommes dans un pays où nous avons créé cette république à l'issue d'une révolution qui n'était pas légale non plus. Et donc sur ce sujet-là, en tout cas aussi vraiment intéressant et apaisé dans l'hémicycle ou dans les commissions où vous siégez. Vous pouvez rester avec nous, Monsieur Léaumont. Une dernière question de Vincent Roux en direct du Figaro Live. Vincent, c'est à vous. Oui, alors c'était une question qui aurait pu être posée par Antoine Léaumont, puisque c'est un membre de son parti, enfin ses proches, qui dépose ce projet de loi qui va être en discussion jeudi. C'est sur l'interdiction de la corrida. Qu'est-ce que vous allez faire, Sacha Houlié ? Qu'est-ce que va faire votre groupe ? Est-ce qu'il y a une liberté de vote ? Est-ce qu'on vote pour ? Est-ce qu'on vote contre ? Il y a une liberté de vote dans mon groupe. Et pour ce qui me concerne, je suis au regret de vous dire que je serai absent puisque je rencontrerai toutes les associations féministes à la veille du 25 novembre. Vous vous défaussez sur ce vote ? Non, je ne me défausse pas. J'ai prévu de longue date de rencontrer tous ceux qui mettent en place le bracelet anti-rapprochement. Il y a moins d'arènes dans la Haute-Vienne, et donc c'est dans la Vienne. Alors attention, Poitiers n'est pas Limoges. La Vienne. Poitiers n'est pas Limoges. Mais ce que je veux vous dire, donc je connais la différence. Ce que je veux vous dire par là, c'est que j'avais prévu de longue date de rencontrer celles et ceux qui participent à la mise en place des ordonnances de protection, des bracelets anti-rapprochement et au déploiement des téléphones graves danger. Et que votre position sur la corrida. Votre position sur la corrida. Très objectivement, ça m'est égal et je pense que l'Assemblée pourrait examiner d'autres textes. Donc c'est une perte de temps ? Je pense que c'est pas la priorité du moment. Antoine Léaumont, vous avez un avis ? Moi, je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les Français. On est à plus de 80% des Français qui sont favorables à la fin de cette torture. Et pour moi, ça fait partie des choses qui vont dans le bon sens. C'est pour ça que nous l'avons proposé. Pourquoi et nous l'unité sur notre groupe. Vous dites à Vincent, effectivement, que vous n'êtes pas là. Bon, c'est une bonne excuse parce que le sujet c'est que vous allez traiter... c'est pas une excuse, c'est prévu depuis 3 mois. C'est une excuse, si, c'est un mot d'excuse. Oui. Ce que je veux dire, c'est une explication de votre absence. Ça, je veux dire. C'est un sujet très important. Mais la corrida, vous ne prononcez pas parce que c'est clivant, parce que c'est embarrassant, parce que vous ne savez pas trancher entre ceux qui sont sensibles à la cause animaliste et ceux qui défendent les traditions. Oui, précisément, parce que j'assume d'avoir une hésitation sur ce sujet et que en commission, d'ailleurs, je ne me suis pas exprimé sur cette question, je n'ai pas pris part au vote et j'avoue être circonspect par rapport à une forme de vraiment je ne sais pas si c'est du populisme, mais en tout cas, il faut être du côté du mal ou du côté du bien, que ce soit du côté des anti-corridas comme des pros, et je trouve ça un peu gênant. Donc, j'ai pas de position établie ou définitive sur cette question, et je pense que c'est aussi l'honneur des parlementaires de pouvoir dire quand on ne sait pas. C'est un sujet passionnant, parce que c'est vrai qu'au nom de la tradition, beaucoup défendent le maintien de la corrida. Est-ce que toute tradition, par nature, doit être défendue ? Si elle comporte des... C'est une question que je vous renvoie parce qu'elle est bien trop philosophique pour faire l'objet d'une réponse. Non. Moi, Vincent, pour finir ? Eh bien, je note que l'hésitation de Sacha Houlié, mais effectivement, on est un peu sur sa fin.
Sur la question des traditions, si je peux dire un mot. Mais 15 secondes, en fait. Je suis sûr qu'il y a 80% des Français qui sur la sont tradition, pour la corrida. sachez que jusqu'à une date pas si ancienne que ça, à la Saint-Jean, on brûlait des chats. C'était une pratique parce que les chats étaient un des personnages diaboliques et on brûlait les chats. Donc c'est une tradition, mais on est quand même revenu sur ça alors parce que c'est c'était moins lié au barbare. mode de vie, c'est moins important pour le mode de vie, par exemple, des paysans, À de brûler l'époque, des ça chats l'était. que la chasse. C'est un sujet un peu intéressant en tout cas. Merci Merci à infiniment, vous. en tout cas à tous les deux et en particulier Sacha Houlié d'avoir passé l'heure avec nous. Bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine à 19h30 pour un nouveau numéro d'audition publique. Bonne soirée sur LCP et Public Sénat.